Donc, lors de notre première partie, nous avons vu la LD, nous avons parlé de la loi du dimanche, le prochain événement que nous attendons sur notre ligne, à notre époque. Nous avons vu d'où nous avons tiré cette compréhension de la loi du dimanche, compréhension que nous avons de l'adventisme, l'existence de cette loi du dimanche. Mais nous avons détaillé l'esprit de prophétie et la notion de loi du dimanche, et nous avons vu que cette loi du dimanche allait être une question d'union, enfin, entre autres d'union Église-État, d'accord? Et notamment au sein de la nation américaine, où on va voir ce système se mettre en place, cette union se mettre en place, notamment en regardant au niveau religieux de la droite religieuse et leur implication dans la politique américaine pour influencer cette politique, influencer la nation, afin que les valeurs qu'ils prônent, justement, merci, les valeurs qu'ils prônent puissent être véhiculées et s'imposer dans la société. D'accord? Dans cette deuxième partie, on va s'arrêter autour de l'année 2014, enfin, à l'année 2014. Comme nous l'avons vu dans la première partie, 2014 représente sur la ligne des prêtres la loi du dimanche. Donc on va retracer cette ligne. Donc nous avons le temps de la fin, 1989. « 2001, 2014, 2021, donc 2014 qui représente la loi du dimanche, sous la ligne des prêtres, la FTG 2021. Pourquoi 2021 ? 2019, merci. 2019 et 2021 pour la seconde venue. Donc, 2014, on a vu que ça représente la loi du dimanche, on a dit, que ce soit moi et Natacha, que ça représentait un tournant sur au niveau de la loi du dimanche. D'accord? Même moi, j'aimerais quand même qu'on puisse revenir et voir d'où nous avons tiré cette date de 2014. Pourquoi nous considérons cette date de 2014 comme étant une loi du dimanche. Donc, 2014, comme l'a dit Natacha au début, de 1989 jusqu'à 2014, Dieu voulait qu'on prenne cette date, qu'on l'accepte. Et notamment Dieu va nous l'enseigner à travers l'étude des 2720. D'accord? Si vous vous rappelez, l'ancien Parminder, à partir de 2009, a commencé une étude sur les 2520. Et de cette étude, il a été amené à regarder le chapitre 5 du livre de Daniel, avec l'histoire de Belchazzar. De cette histoire, il va prendre cette histoire comme une parabole, et l'inscription qui a été écrite sur le mur, qui sont les inscriptions, est-ce que vous vous rappelez de l'inscription? Vous me dites. Méné,
Méné. Ensuite, Tekel. Oufassine. Voilà. Donc on va pas revenir sur la définition de ces mots. Mais quand on a regardé au niveau de la Strong, la signification de ces mots, on va voir que ces mots vont en fait représentent quoi? C'est de la révision pour nous qui sommes là, présents. Ça représente quoi ces mots? Méné, Méné, Tekel ou Farcine? Ça représente, plus fort, je l'ai entendu, une valeur monétaire. Voilà. Donc, Méné, qui va être égal à combien? Si vous vous rappelez, on fait un peu de révision. 50 quoi? 50 cycles. Ou tekel, parce que le tekel, c'est dans le langage hébreu, je ne sais pas trop. Mais nous avons que, voilà, le méné va représenter 50 cycles. Donc on va avoir 2 fois 50 cycles. Le cycle. Le tekel qui est égal à un cycle. D'accord? Parce que tekel, c'est cycle dans le langage, je ne sais pas si c'est araméen ou hébreu. Donc, cycle. Et oufarsine, ce sera égal à combien? À la moitié de méné, donc à 25 cycles. D'accord? Et en additionnant ces valeurs, on arrive à un nombre, le nombre de 126. Et 126, on va voir que ça représente quoi? C'est 126. En regardant l'histoire, au contexte, à l'histoire, ces 126, il va remarquer quoi en fait avec ces 126? Déjà dans l'histoire, il va comprendre que l'histoire de Belchassar, c'est l'histoire d'un châtiment. D'accord? Parce que Belchassar, il n'a pas pris en considération l'histoire de ses pères, notamment de Nebuchadnezzar. Et il va transgresser, il va profaner les ustensiles du temple. Et Dieu va prononcer une sentence, une punition. Et cette punition va être prononcée par rapport à ces mots. D'accord? Et 126, on va voir que c'est un multiple de 1260. On sait que les 1260, ça a été quoi? La captivité, mais aussi des 2720. D'accord? Les 2720. Et on sait que l'histoire de Belchassar, les 2720, on sait que c'est une histoire de châtiment. Dans Lévitique 26. Lévitique 26 va nous parler du châtiment que Dieu va prononcer contre son peuple si son peuple n'obéit pas à l'alliance. Donc, toutes ces histoires nous montrent une punition, un châtiment venant de Dieu. Et Belchassar reçoit un châtiment. Donc, on fait le lien avec toutes ces histoires et on comprend qu'il y a un lien avec les 2720, tout comme Nebuchadnezzar, son grand-père, qui lui a eu 7 ans, mais qui représentait 7 ans aussi, font appel aux 2520. Donc, les 126, il comprend que les 126 est en lien avec cette notion des 2520. OK? Et ces 126, il va en faire quoi? Pour vous réveiller un peu, pour que vous ne puissiez pas vous endormir, on fait un peu de la lutte. Comment? Avec ces 126, il va faire quoi? Oui? Oui? Oui, donc s'il y en a qui veulent réagir sur Zoom, ils peuvent... on ne les entend pas, donc, mais qu'ils peuvent écrire. Ils peuvent écrire et nous donner leur réponse. Donc, normalement, c'est de la révision, ça devrait...
fusée normalement. Avec 726, il va faire une prédiction. Et pour faire cette prédiction, il va prendre ces chiffres 126, il va les additionner avec des dates importantes au niveau de l'adventisme. D'accord? Et notamment une date, 1888. Et en ajoutant 126 à 1888, on arrive à 2014. Et 1888, on l'a vu ce matin, c'est une histoire de LD. D'accord? Donc, je vais écrire 1888 plus 126 égale 2014. Donc on comprend qu'en 2014, il fait le lien 2014 avec 1888 qui est une histoire de LD. Ensuite, nous savons que Méné Tekel ou Pharsine aussi peut avoir une autre valeur numérique. Donc, et notamment cette valeur, on le prend dans le livre d'Ézéchiel. J'oublie le chapitre, mais on sait que Ézéchiel va nous dire que Méné est égal à 60 cycles. Tekel, toujours un cycle. Et la moitié de Pharsine, qui est la moitié de Méné, va être égale à 30 cycles. D'accord? Et ici, on va avoir comme valeur 151. Par contre, les 151, je précise que c'est Parmenider qui l'a trouvé. Donc, c'est Aaron Chen, un peu plus tard, qui va venir confirmer les 126, l'application des 126 de l'ancien Parmenider. D'accord? Donc, 151 va être trouvé après. Mais 151 va avoir une autre application. Enfin, une autre application. Je m'explique. Le 151 va nous amener dans une histoire de milieu. Notamment, en enlevant 2014, en enlevant 150 à 2014, ça nous amène en 1863. Et 1863, nous savons que c'est le milieu de la guerre civile aux États-Unis. Guerre civile qui a eu lieu entre 1861 à 1865. Et le milieu de cette guerre, c'est 1863. Et nous savons que 1863 a été un tournant dans l'histoire de cette guerre, et notamment avec la bataille de Gettysburg. Qu'est-ce qui s'est passé à la bataille de Gettysburg? Il y a eu un renversement des rapports de force, d'accord, entre l'Union et les Confédérés. Au début de la guerre, c'était les Confédérés qui avaient le dessus, mais après la bataille de Gettysburg, c'est l'Union qui a eu le dessus, d'accord? Et ça nous a amené dans l'histoire d'une crise, parce qu'on va associer le milieu d'une histoire de milieu à une crise nationale. Et on sait que la loi du dimanche aussi, c'est une crise nationale. Et c'est ainsi qu'on va faire le rapprochement de 2014 avec la notion de loi du dimanche. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que je reprenne? Est-ce que ça vous revient ou pas? Non? D'accord. Donc on va poursuivre. Donc comme je l'ai dit, 2014 représente la LD et ça va être un point tournant de la grande LD, pour l'histoire de la LD à notre époque. Natacha vous l'a montré. On a vu que cette LD, ce n'est pas la grande LD, mais c'est une ombre. D'accord? Et on va voir qu'il va y avoir une progression de cette histoire pour arriver à la balise de Daniel 12.1, de Daniel 11.41 plutôt, qui est la grande LD que nous attendons. OK. Donc, ce matin, on a vu, moi je suis parti avec l'angle de regarder, d'abord on a montré un acteur important dans cette LD,
de la nation américaine, qui est le protestantisme, et notamment avec la droite chrétienne. Donc j'aimerais maintenant vous amener durant cette période et montrer les agissements et comment la droite chrétienne a opéré au sein de la politique américaine, notamment, on a vu avec le parler, comment ils ont interagi avec le pouvoir législatif et aussi judiciaire, de façon à promouvoir leurs valeurs et commencer à mettre en place, comment dire ça, commencer à tisser une toile pour arriver à cette loi du dimanche que nous attendons. Et je vais vous parler particulièrement du projet Blitz. Je suppose que vous avez déjà entendu parler du projet Blitz. Normalement, on l'a vu avec l'ancienne Tess. Elle nous a montré, elle nous en a parlé. Donc on va tout d'abord définir ce qu'est le projet Blitz. Donc, qui peut me dire rapidement en 2 mots ce qu'est le projet Blitz, s'il se rappelle de ce qui a été enseigné? Le micro, est-ce qu'il y a un micro, s'il te plaît? Je ne souhaite pas dire plus, hein. C'est un effort qui avait pour but de réunir l'État et l'Église. Oui, de toute façon, c'est leur but, l'union de l'Église-État. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent? Ou sinon, on continue. Donc, on va projeter la diapo numéro 7. Doit être la 8 pour... Voilà, l'article de The Guardian, un journal anglais, qui a pour titre le projet Blitz, l'assaut législatif des nationalistes chrétiens pour remodeler l'Amérique. Donc, un manuel connu sous le nom de projet Blitz, développé par un ensemble de groupes chrétiens, a fourni aux politiciens de l'État un ensemble de projets de loi modèle pour chrétiens prêts à l'emploi. Donc, en regardant à cette citation, qu'est-ce que vous pouvez déjà voir? Qu'est-ce que vous pouvez déjà souligner par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, que ce soit moi, que ce soit Natacha? J'essaie de vous faire participer parce que je ne veux pas que vous vous endormiez. On voit le législatif. Et par quoi? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te fait voir le législatif? Projet de loi. Oui, on va voir projet de loi. Donc tu fais le lien avec le législatif. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit l'union de l'Église, on voit le politicien. Donc, dans un projet de loi législatif, donc c'est le politique. Alors, on voit donc l'union Église-État, parce que c'est un groupe chrétien, donc religieux, qui donne aux politiciens de l'État. Donc, on voit le religieux et le gouvernement. D'accord? Tout à fait. Donc on voit, et c'est important, le groupe chrétien, un groupe chrétien, donc on voit un groupe chrétien, on voit qu'ils interagissent avec le politique, et notamment au niveau du législatif. Donc ça revient à ce qu'on a vu ce matin, en parlant que nous avons parlé de l'union Église-État. Donc nous voyons qu'aux États-Unis, à travers ce projet Blitz, on voit ce rapprochement
entre le monde religieux et le politique, l'État, le civil. J'aimerais aussi qu'on puisse regarder à une autre définition, celle-là venant de Wikipédia, qui va nous dire un petit peu plus et qui va nous aider à mieux cerner le groupe de chrétiens. Il est dit quoi? Quelqu'un peut lire? Le nationalisme chrétien est un type de nationalisme religieux affilié au christianisme, dans lequel l'objectif final est de parvenir à une théocratie chrétienne absolue au sein d'une société. Il se concentre principalement sur la politique... Je me suis trompé. C'est diapo 9. On verra celle-là après. Le projet Blitz est une coalition de plus de 40 groupes de droite chrétienne, dont la Congregational Prayer Caucus Foundation, de la National Legal Foundation et la Pro-Family Legator Conference, fondée par Randy Forbes. Le groupe déclare chercher à protéger le libre exercice des valeurs et croyances religieuses judéo-chrétiennes traditionnelles sur la place publique, ainsi qu'à récupérer et définir correctement le récit qui soutient ces croyances. Il est enraciné dans l'idéologie nationaliste chrétienne. Merci. Donc, cette citation, qu'est-ce qu'il nous amène de plus? Quelle information il nous amène de plus par rapport au projet Blitz? Il y a des informations supplémentaires. Notamment, ça va nous donner une précision plus grande par rapport à ce groupe de chrétiens. Qu'est-ce qu'il est dit? Oui, 40. Mais oui, après c'est le nom, mais la nature de ces groupes chrétiens. De droite chrétienne, voilà, c'est un groupe, c'est important de le dire, parce que le groupe de chrétiens, il y en a plein. Il y en a plein avec avec des croyances diverses et des directions. Donc, c'est l'important de préciser, c'est un groupe de droite chrétienne. Parce qu'on a des chrétiens qui sont progressistes. Donc, ça aurait pu être des chrétiens progressistes, mais non. On nous précise que c'est la droite chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ils ont une idéologie nationaliste. On dit que ce sont des nationalistes chrétiens. Et ça a son importance. D'accord? Donc, on reviendra sur cette citation parce qu'il nous détaille, en fait, la composition du projet Blitz, des groupes formant le projet Blitz. Mais je veux qu'on s'attarde d'abord sur le nationalisme chrétien. C'est quoi le nationalisme chrétien, selon vous? Qui peut donner une définition du nationalisme chrétien? Qu'est-ce qu'ils prônent, ces nationalistes chrétiens? Donc, pour cela, on va revenir à la diapo précédente. Donc, si quelqu'un veut bien lire, donc comme ça, on aura une idée un peu plus claire de ce qu'est un nationaliste chrétien. Le nationalisme chrétien. Il y a quelqu'un qui... Donc, si la personne sur Zoom, si elle veut lire, elle peut y aller. Le nationalisme
de nationalisme religieux affilié au christianisme, dans lequel l'objectif final est de parvenir à une théocratie chrétienne absolue au sein d'une société. Il se concentre principalement sur la politique interne de la société, comme l'adoption de lois civiles et pénales qui reflètent l'origine du christianisme et le rôle de la religion dans la vie politique et sociale. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il est dit du nationalisme chrétien? C'est quoi leur objectif? Mettre en place une théocratie. On va mettre... Donc, objectif, la théocratie. Mettre en place une théocratie. Et c'est quoi la définition d'une théocratie? C'est quoi le principe d'une théocratie? J'entends des murmures, mais le micro pour ceux qui... Comment? Vas-y, Joanna, tu voulais dire? Je vais mal le définir, mais c'est une société basée sur la chrétienté, sur Dieu, quoi. Oui. Je vais mal l'exprimer. Tu peux être un peu plus clair, mais, ou si quelqu'un d'autre veut préciser. Il y a Julia qui veut... Denis d'abord. Peut-être un État qui fonctionnerait avec des lois plutôt religieuses et chrétiennes? Peut-être Oui. Julia, oui. Alors, je vais à peu près dans le même sens. Pour moi, c'est un gouvernement politique chrétien, mais ça peut être de n'importe quelle religion. Oui, ça peut être n'importe quelle religion. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions ou... On a un exemple, c'est le Vatican. Oui, tout à fait. On a l'exemple du Vatican. Donc, on va voir qu'un État théocratique, c'est un État où on va voir que la religion et l'État sont liés, en fait, sont à la tête. On peut parler d'union Église-État. D'accord? Il n'y a pas de différence. Comme il a dit, dans certains États islamiques, on a cette théocratie. Le pouvoir religieux est à la tête du pouvoir politique. D'accord? Donc, il y a ce mélange Église-État. Donc, ce qui n'est pas forcément, parce qu'on voit qu'Israël fonctionnait, l'ancien Israël fonctionnait sur ce régime, d'accord? Mais, parce que c'est Dieu, mais nous savons que la théocratie, dès qu'elle n'est pas elle n'est pas, comment dire ça? Il n'y a pas de Dieu, elle ne se tient pas, en fait, on comprend que c'est mauvais. Et on va voir pourquoi. Donc, je vais vous dire, voilà. Israël était un peuple juif, donc la théocratie ne posait pas un problème parce que l'ensemble du peuple était juif. Mais quand aujourd'hui, nous n'avons pas de pays où tout le monde a forcément la même croyance, et forcément, le fait d'avoir une théocratie va amener de la discrimination par rapport à ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances que nous. Okay. Donc, on a dit que leur objectif, c'est de mettre en place une théocratie, d'accord? Et par quel moyen? Il nous a dit par quel moyen? L'adoption de lois civiles. On sait que, voilà. Donc, l'adoption de lois civiles et pénales va être un moyen pour eux de parvenir à leur objectif. D'accord? Donc, civil et pénal, comme on a vu ce matin, ça nous renvoie à l'organe législatif et l'organe judiciaire. On revient aux mêmes choses qu'on a dites ce matin. Le judiciaire.
Pour cela, ils vont, comme on l'a lu tout à l'heure, ils vont créer des groupes, des associations, des groupes de pression, qui vont faire ce qu'on peut appeler du lobbying chrétien. Lobbying chrétien près des représentants politiques, les sénateurs, les députés, afin de pouvoir faire avancer leur agenda. D'accord? Donc on peut revenir à la diapo. Non, l'autre par avant. Voilà. Donc là, on va nous détailler la composition du projet Blitz. Bien qu'il ne va pas y avoir que il y en a encore d'autres, mais les 4 principaux groupes nous sont détaillés ici. Il est parlé du CPCF, le Congressional Prayer Caucus Foundation. Donc, le CPCF, on peut dire que c'est le groupe fondateur du projet Blitz. Il a été fondé par un homme qu'on appelle Randy Forbes. Vous pouvez faire des recherches sur cet homme. Mais ce qu'on peut dire de cet homme, c'est un républicain, du parti républicain, et c'est un ultra-conservateur. Mais on en reparlera un peu plus tard. Donc, en partenariat avec le CPCF, nous avons le groupe les World Builders. World Builders. Et ce groupe est dirigé par un homme qui s'appelle David Barton. Je pense que vous avez entendu parler de cet homme, non? Non. Pourtant, la scène Tess en a parlé. Ah bon? Oui. Elle en a parlé dans une de ses présentations. David Barton, en fait, c'est un auteur évangélique, militant politique. Pendant une période, il a été vice-président du Parti républicain au Texas, C'est un conservateur religieux et soutient le nationalisme chrétien. On en a vu, on a défini le nationalisme chrétien. Mais il a cette particularité, en fait, comme on vient de dire, c'est un auteur. Et il écrit des livres, mais des livres dans lesquels il va défendre sa vision de la nation américaine. Il va revisiter en fait l'histoire de la nation américaine et il va prôner ce qu'on va appeler, comment dire ça? Je crois que c'est le terme c'est originalisme. Ça veut dire que lui, il va défendre l'idée que l'Amérique est une nation chrétienne et pour cela, il va regarder aux auteurs de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance et va dire en fait que ces hommes étaient tous blancs, chrétiens, ils étaient blancs, ils étaient chrétiens, ils étaient des hommes. Donc, pour lui, c'est dans cette perspective qu'on doit interpréter la Constitution et la Déclaration d'indépendance. Et donc, ils vont y avoir une vision étroite par rapport à la Constitution. Ils vont l'interpréter de façon étroite.
Ce qui veut dire que, en interprétant de cette façon, tout ce qui ne correspond pas à leur idée de ce qu'est un Américain, ils ne vont pas avoir, pour eux, n'auront pas la même valeur de droit, d'égalité qu'un blanc américain chrétien. Donc, en influençant la pensée de ceux qui sont adeptes de sa philosophie, va faire en sorte que ces personnes seront discriminées. Et notamment, donc, on comprend que si cette vision est vue au niveau de la politique, au niveau des politiciens, forcément, tout ce qui va se produire, les lois qui vont être votées, les décisions judiciaires qui vont être prises avec en toile de fond cette compréhension. Donc on comprend que ça représente un danger pour les minorités, pour tous ceux qui ne correspondent pas à l'image qu'ils ont de ce qu'est un Américain. Et d'ailleurs, il va être très controversé par les spécialistes de l'histoire, les vrais historiens, parce qu'il n'est pas historien de profession, mais les vrais historiens vont justement remettre en cause sa vision et ils vont dénoncer cette vision. Et ils vont dire que cette vision n'est pas juste, elle est biaisée. D'accord? Les spécialistes vont critiquer sa vision. Donc nous voyons quand même qu'il y a une propagande qui est faite pour justement influencer les pensées des Américains. Et il y a aussi la National Legal Foundation. Qui, eux, est un petit cabinet d'avocats qui va en fait les aider dans tout ce qui va être recherche de fonds, des analyses juridiques sur les questions religieuses, et aussi il a tenté des poursuites judiciaires pour mener les luttes au niveau judiciaire et tout. D'accord? Donc, ce qu'on peut voir de ces trois groupes, on voit que le projet Blitz est composé de plusieurs groupes, mais qui fonctionnent ensemble, même s'ils ont des tâches différentes, mais fonctionnent ensemble pour faire avancer leur objectif. D'accord? Tu peux rappeler c'est quoi leur objectif? Donc, rappelez l'objectif. Attends 2 secondes. Comment? Je n'ai pas compris. Ils vont faire passer des lois, ils vont mettre en place des ensembles de projets, des lois modèles, ils vont inonder en fait le système législatif des États avec des lois, mais ces lois vont prôner comment? Tout à fait. Comment? Il y a du monde sur Zoom qui veut... Ah, on n'entend pas sur Zoom, d'accord. Oui, c'est ça. Je disais qu'ils vont faire passer des lois pour pouvoir disséminer leur idéologie chrétienne, en fait. Ce sont des lois prêtes à l'emploi pour les chrétiens, en fait. Tout à fait. Et c'est ça que nous allons, justement, on va essayer de détailler ces projets de loi, voir à quoi elles ressemblent.
Donc, ils vont, comme on a dit, mettre des mises en place de projets de loi modèle. Et ces projets de loi modèle vont être divers et variés. Et ça va être axé, on va lister 3 points. Donc, le premier point va être la protection. Je vais effacer. On va remettre. Projet de loi. Donc, la protection de la liberté religieuse. Comment vous comprenez ça en fait? Comment pensez-vous qu'il essaie de protéger la liberté religieuse? On pourrait dire que c'est bien, il cherche à protéger la liberté religieuse. Ben, développe, parce que tout le monde ne sait pas ce que... Par exemple, l'affaire juridique Master Cake Peace Shop, ou bien l'inverse. Le pâtissier qui a refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple homosexuel. Donc du coup, le pâtissier a fait jouer sa liberté religieuse. D'accord. Par rapport à ses croyances religieuses. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose ou c'est bon? Donc, voilà, mais s'il n'y a personne d'autre qui... s'il y a personne d'autre qui... Je suis d'accord avec toi. Un deuxième exemple, si personne ne donne. Ah. Donc, ce qu'on comprend déjà par la protection de la liberté, par rapport à la question de la liberté religieuse, on va voir que c'est une protection contre l'ingérence de l'État, du gouvernement, contre leur foi ou leur conviction religieuse. C'est ce qu'ils vont défendre. Comme tu l'as dit, comme dans leur religion, ils ne prônent pas l'homosexualité, et vu que là, dans le cas de ce pâtissier, on veut l'obliger à faire un gâteau pour le mariage d'un couple homosexuel, ils vont faire valoir leur conviction religieuse et dire que voilà, c'est ma liberté de ne pas faire de gâteau, parce que là, vous allez enfreindre ma liberté de croyance, de religion. D'accord? Donc, pour eux, protéger la liberté religieuse, c'est de se protéger contre l'ingérence de l'État par rapport aux décisions que l'État va prendre, et notamment pour la protection des minorités. Ils vont voir ça comme étant le fait de restreindre leur liberté religieuse, d'apporter atteinte à leur liberté religieuse. Après, le deuxième cas, je ne connais pas forcément tous les cas, mais Obi-Lobi, est-ce que tu peux développer, comme toi tu sais Obi-Lobi, tu as dit Obi-Lobi, ou si quelqu'un d'autre connaît bien le cas Obi-Lobi qu'il puisse nous préciser. C'est David. Non, Obi-Lobi, on sait que c'est par rapport à la question de l'avortement. La contraception, oui, la contraception plutôt. Non, c'est pas celui-là. C'est par rapport à une question de la contraception. Et l'entreprise doit-elle financer? La Chimène connaît bien les cas. L'entreprise doit-elle financer le remboursement ou bien une sorte de mutuelle ou d'assurance pour les personnes, pour ses employés qui veulent prendre des médicaments ou des contraceptifs? Mais on a aussi l'affaire de la web designer aussi qui a refusé de faire un site LGBT. D'accord. Donc, 3 témoins là. 3 témoins, merci. Donc, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il faut reprendre ou est-ce que c'est bon pour vous? Donc, nous avons aussi le deuxième point de ce projet de loi, c'est la préservation
de l'héritage judéo-chrétien. En quoi ça va consister? L'éducation, non? Oui, ça va toucher le domaine de l'éducation. Oui. Et comme justement, tout à l'heure, on a parlé de Barton. Ça, on peut rejoindre, d'où l'importance du message véhiculé par David Barton, parce qu'ils disent que l'Amérique a un héritage judéo-chrétien. C'est une nation chrétienne. Donc, si c'est une nation chrétienne, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à mettre en place pour justement affirmer cette nation, que l'Amérique est une nation chrétienne? Donnez un indice, si je dis, ça va peut-être vous faire... si je dis 1863, est-ce que ça vous donne un indice? En Dieu nous croyons. In God we trust. Ils appellent aussi ces projets de loi, les projets de loi In God we trust. Donc, à travers ces lois, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Justement, tu as parlé de l'éducation, ils vont essayer d'obliger les écoles publiques à afficher la devise nationale. Donc, ils vont essayer, dans toutes les institutions, de mettre en avant leur foi chrétienne. Imposer que cette devise soit inscrite, soit visible, notamment sur les voitures de police, les administrations, que ça soit visible. D'accord? Et c'est une atteinte au premier amendement qui prône la séparation de l'Église et de l'État. Donc on voit que leur bataille aussi s'axe sur de combattre cette séparation de l'Église et de l'État. Pour eux, la nation américaine est une nation chrétienne et ne peut pas en être autrement. Et que l'interprétation qui a été faite de ce premier amendement, pour eux, n'est pas bonne, puisque pour eux, les fondateurs, les auteurs de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, c'était des chrétiens. D'accord? Et nous avons on peut appeler aussi influencer la politique publique. Ils vont chercher à influencer la politique publique. Et qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Comment ils vont chercher à influencer la politique publique? On parle de projets de loi. On a vu que c'est des projets de loi, modèles, qu'on peut regrouper dans ces catégories. On a vu la protection avec la liberté religieuse. Ils vont défendre que c'est leur liberté de pouvoir discriminer par rapport à leur conviction religieuse. On a vu qu'ils vont chercher à affirmer l'identité de la nation américaine comme une nation chrétienne. Et ils vont influencer la politique publique. Comment ils vont chercher à influencer? Comment ils font? Oui. Influencer, oui, en mettant en place des... mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous en votez des lois, mais des lois qui vont être comment? Qu'est-ce que ces lois vont chercher à prôner? Et qu'est-ce qu'ils vont chercher à prôner avec ces lois? Donc, nos valeurs religieuses. Donc, ça va être tout ce qui est loi contre l'avortement, loi contre le droit des homosexuels. Voilà, tout ce qui ne correspond pas à leur vision d'une société chrétienne et qui est à l'encontre des principes bibliques. Donc, on va chercher à mettre en place des lois qui vont être
qui vont mettre en avant leurs valeurs. Et donc tout ce qui ne correspond pas à ces valeurs familiales, traditionnelles, bon, ben ces lois vont être discriminatoires vis-à-vis d'eux. OK? Il y a une chose importante aussi qu'ils font, mais qui ne relève pas de projet de loi, mais ils forment aussi des groupes de prière. Il faut faire la promotion de la prière. Promotion de la prière. Mais cette promotion, en fait, ils organisent ce qu'on appelle des caucus de prière législatifs au niveau des États. Donc ces groupes de prière, en fait, dans ces groupes de prière, ils vont réunir des législateurs et ils vont prier ensemble afin de promouvoir les valeurs religieuses. Notamment, si vous vous rappelez, Trump, les prières qui ont été faites dans le cabinet Trump. Donc tout ça vient en fait de ce... Comment dire ça? Comment? Je ne sais pas si c'est directement lié à eux, mais on voit que voilà, la promotion de la prière, c'est quelque chose que déjà eux, ils avaient déjà mis en place dans leur fonctionnement, et donc, afin d'influencer ces hommes politiques. Et tout ça dans le but de pouvoir promouvoir, que ces hommes politiques puissent promouvoir leurs valeurs religieuses et faire voter les lois en fonction de ces valeurs. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le projet Blitz, ils vont inonder avec toutes ces lois les législatures d'État afin d'influencer et de refaçonner le visage de la société américaine. Parce qu'on sait que la politique, c'est le pouvoir décisionnaire, et en imposant ces lois, oblige le citoyen à respecter ces lois. Donc, on influence la société, on met en avant ses valeurs, on l'oblige. Donc, ça redéfinit et ça redessine en fait la société américaine. Et c'est ça leur but. Donc, on voit que c'est au travers du législatif que le projet Blitz, ils agissent. C'est l'organe qu'ils utilisent. Et comme nous avons parlé, parce que n'oublions pas que nous parlons de la loi du dimanche, et nous avons dit que cette loi du dimanche, elle sera établie lorsque le dragon va parler, quand la bête à deux cornes va parler comme un dragon, et que pour parler comme un dragon, c'est au travers de ces organes législatifs et judiciaires. Et on voit que le projet Blitz s'axe sur le législatif pour faire voter des lois afin de faire avancer leurs valeurs, on va dire leur agenda, leur vision de la nation américaine. Et ce projet Blitz, on voit que c'est des chrétiens conservateurs, nationalistes, d'accord, qui forment ce groupe. Et ce qu'on peut dire aussi, comme nous parlons de nationalisme, que tout cela en fait provient de la philosophie du dominionnisme. Le dominionnisme, nous avons pour certains entendu parler. Justement, on va essayer de voir ensemble ce qu'est le dominionnisme. Donc, l'avant-dernier. Voilà. Donc, si quelqu'un veut bien lire.
Le dominionisme est un mouvement qui trouve son origine aux États-Unis parmi les protestants conservateurs dans les années 1980 et qui cherche à influencer ou contrôler le gouvernement civil à travers l'action politique, l'objectif étant que la nation soit gouvernée par des chrétiens ou qu'elle soit gouvernée par une compréhension chrétienne de la loi biblique. Donc, il nous a dit que le dominionisme trouve son origine parmi les chrétiens conservateurs et qui cherchent à influencer ou à contrôler le gouvernement civil. Donc, on revient toujours à la même chose, en fait. Leur but, c'est de contrôler le pouvoir politique, contrôler l'État. Comme pour le nationalisme, on peut parler de théocratie. Ils veulent que la nation soit contrôlée par des chrétiens parce que c'est leur vision de la nation américaine. D'accord? Et pour eux, ils ont cette mission divine de pouvoir, comme ils vont prendre, très souvent, ils prennent le texte de la Genèse où Dieu va dire il dit à l'homme de prendre soin avec les termes il dit de dominer sur les animaux de la terre, sur les éléments. Et c'est d'où on vient le mot dominionisme, qui vient de dominer, donc la domination. Donc pour eux, le chrétien doit être à la tête, le chrétien doit être la tête et non la queue. Donc le chrétien doit se retrouver à la tête des décisions, de pouvoir décisionnaire, donner une orientation, et c'est leur vision du monde. D'accord? Et c'est la vision que partage la droite chrétienne à des niveaux divers. Parce que nous savons que voilà, tout n'est pas... parce qu'il y a divers niveaux de croyance par rapport à cela. Mais on comprend que vraiment leur but, c'est... Ils comprennent que Dieu leur a donné cette domination et ils doivent jouer leur rôle, que ce soit au niveau de la nation américaine et même au-delà. Et on va regarder rapidement à 3 points. Je ne sais pas si je les avais mis dans la diapo, je ne crois pas. Mais je vais lire 3 points. 3 points principaux de cette philosophie dominioniste. Il nous est dit que les dominionistes célèbrent le nationalisme chrétien dans la mesure où ils croient que les États-Unis ont été et devraient revenir et redevenir une nation chrétienne. De cette manière, ils nient les racines des Lumières de la démocratie américaine. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon? Ou je dois relire ou expliquer? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne vous ai pas entendu. D'accord? Les dominionistes promeuvent la suprématie religieuse dans la mesure où ils ne respectent généralement pas l'égalité des autres religions, ni même des autres versions du christianisme. Donc pour les dominionistes, leur religion, ils vont promouvoir la supériorité de leur religion. En dehors du christianisme, les autres religions ne sont pas considérées d'égal à égal. Pour eux, ils sont au-dessus des autres. Donc, mais il nous est dit même des autres versions du christianisme. Tous ceux qui n'ont pas la même vision du christianisme qu'eux-mêmes sont aussi, vont être aussi, ils ne vont pas les respecter en fait. Ils ne vont pas les considérer comme des citoyens à part entière de la nation américaine. Et le 3e point, les dominionistes soutiennent les visions théocratiques dans la mesure où ils croient que les 10 commandements ou la loi biblique devraient être le fondement du droit américain et que la Constitution américaine doit être considérée comme un véhicule pour mettre en œuvre les principes bibliques. D'accord. Okay. D'accord. Donc, pour eux, tout doit être
interprété et doit être régi par les lois bibliques. La Constitution doit être interprétée en relation avec la Bible. Donc, on voit que, comme je viens de dire, tout se rejoint. Ils ont la même pensée, c'est de contrôler les organes de l'État pour pouvoir imposer leur vue. Et là, on a montré justement, avec le projet BLITZ, l'organe judiciaire et législatif. Et maintenant, j'aimerais parler, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir. On va parler de la Federalist Society, qui est un groupe qui lui, va s'axer sur l'organe judiciaire. Donc, on va prendre la citation de Wikipédia. Donc, si quelqu'un veut lire rapidement pour nous. Peut-être plus tard, on reverra peut-être avec plus de détails cette partie. La Federalist Society for Law and Public Policy Studies, le plus souvent appelée la Federalist Society, est une organisation américaine de droite conservatrice qui préconise une interprétation rigoriste et originaliste de la Constitution des États-Unis. Fondée en 1982, c'est l'une des associations juridiques les plus influentes du pays. Voilà. Donc ici, on nous dit que la Federalist Society est une organisation américaine de droite conservatrice, pas droite chrétienne. D'accord? Parce que ce qu'on va voir, la Federalist Society, c'est composé de divers, pas forcément de chrétiens, mais c'est des personnes qui vont avoir comme élément commun d'être des conservateurs, des traditionalistes. D'accord? OK? Est-ce que c'est bon? Et on nous dit, c'est la droite conservatrice qui préconise une interprétation rigoriste et originaliste de la Constitution des États-Unis. Donc, pour dire, comme on a vu tout ce matin, notamment Natacha l'a dit, la loi du dimanche, aujourd'hui on comprend que c'est plus large que la question union Église-État. On comprend que c'est culture-État. Et c'est pour ça que dans cette organisation de droite conservatrice, on va trouver des personnes qui ne sont pas forcément des chrétiens pratiquants ou même être chrétiens, mais être protestants. Mais c'est des personnes de droite avec une vision de la société, et qui vont défendre aussi des valeurs communes avec la droite chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que la droite chrétienne, justement, avec la création de cette organisation, ils vont voir une opportunité pour pouvoir mettre en place, en œuvre, leur programme politique et mettre en avant leur philosophie politique antidémocratique, c'est-à-dire par rapport à leurs valeurs qui vont être des valeurs discriminatoires, qui vont aller à l'encontre des principes de l'égalité et de la liberté qui normalement devraient être, comme on l'a vu ce matin, qui sont les principes fondateurs de la nation chrétienne et qui doivent favoriser des valeurs, on va dire, pacifiques. On a vu, elle disait pacifique, et j'oublie l'autre terme. Pacifiste, je ne sais pas si... Et libéral. D'accord? Ils partagent aussi avec le projet BLITZ, c'est que ceux qui forment ce groupe ont une vision aussi, prennent aussi l'originalisme, d'accord, de la Constitution. Donc, on va voir les mêmes conséquences. Et ce groupe, on va voir, est formé de beaucoup de juges, d'avocats, de juges, et notamment
Je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir 6 juges de la Cour suprême qui font partie de la Federal Society. Notamment, on a Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, il y a aussi Clarence Thomas, qui sont tous des juges de la Cour suprême fédérale. Nous avons aussi une personnalité qui est connue, Ted Cruz, politicien, sénateur du Texas, que nous savons qui est très proche des ultra-conservateurs de droite et qui est adepte de la philosophie dominionniste. D'accord? Et on va voir que leur action, ça va être d'influencer aussi pour la nomination des juges. Donc, même s'ils ne l'avouent pas, en fait, on va voir qu'ils vont prôner, en fait, ils vont en fait fournir une base légale aux thèses de la droite religieuse. Ils vont agir sur l'organe judiciaire pour pouvoir favoriser, en fait, la vue de la droite chrétienne, puisqu'on a vu qu'ils partagent des idées communes, notamment l'originalisme, certaines valeurs. Et nous avons vu l'influence, ils ont influencé, notamment, si on veut parler aujourd'hui de l'actualité, ils ont influencé l'administration de Trump pour la nomination des juges conservateurs, en remplacement notamment de Baden-Ginsburg. D'accord? Ils vont faire avancer, ils vont favoriser la nomination de juges conservateurs. Et nous voyons aujourd'hui les résultats, notamment avec le cas de Roe versus Wade, avec l'abrogation de Roe versus Wade, la loi anti-avortement. D'accord? Donc, on voit que, au travers de l'organisation, malheureusement, mon temps est terminé, donc je n'aurai pas le temps de développer plus aisément cette partie, mais on voit qu'au travers, ils travaillent aussi au travers de l'organe judiciaire. Peut-être de façon indirecte, mais nous voyons que la droite chrétienne aussi influence, notamment à travers ce groupe de la Federal Society, l'organe judiciaire du gouvernement américain. Et nous, comme nous l'avons dit, donc, la loi du dimanche qui va être mise en place grâce à ces organes législatifs et judiciaires, nous avons pu voir qu'à travers ces deux groupes, comment ils influencent ces organes de façon à faire avancer les valeurs de la droite chrétienne et amener à cette union Église-État qui nous est annoncée au niveau de la prophétie biblique. Et qu'il est important pour nous aujourd'hui de vraiment considérer la politique, la nation américaine, parce que c'est des éléments prophétiques pour nous pour comprendre et repérer la nature de cette loi du dimanche, afin de pouvoir passer ce test que Dieu nous dit être le grand test pour le peuple de Dieu, qui touche à une question de vie ou de mort. Donc pour nous, il est important de regarder à ces sujets, à les étudier et à les comprendre, afin d'être établis dans cette compréhension et pouvoir voir sereinement la loi du dimanche en laissant Dieu nous préparer, non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Donc voilà, donc, mon temps est terminé, donc on va terminer par la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous voulons que tu puisses continuer à nous accorder ta présence, que tu ouvres notre intelligence afin de mieux comprendre ce sujet. Sois avec ton peuple, tu vois notre désir de comprendre et d'être sauvé. Je te remets chaque personne ici présente. Je te remets aussi la suite avec Natacha qui va faire sa deuxième partie, que tu lui accordes ta sagesse
ton soutien et permettre d'approfondir et de mieux comprendre ce sujet pour chacun de nous. C'est en Jésus que nous t'avons prié.